bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Aujourd'hui, actualité assez chargée avec le match Europe-Asie qui vient de se terminer. Également au programme Hicham Amdouchi, vainqueur du continent africain. Pour présenter cette émission, nous avons bien entendu Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloi. Et comme invité exceptionnel, puisqu'il revient du continent sud-américain, il revient de Guyane, il est extrêmement bronzé, extrêmement chaud. Il s'agit de Jean-Luc Chavanon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Eloi. Alors, tout de suite, comment ça s'est passé avec les serpents et les migales ? La Guyane, c'est un pays extrêmement sauvage et je dois avouer que ça a été assez flippant. Et donc tu as fait une partie d'échecs au milieu de la jungle. Et oui, donc comme je l'expliquais tout à l'heure pendant le live, j'ai joué aux échecs en pleine forêt amazonienne. Alors j'explique un petit peu les raisons. Je n'avais pas vraiment trop envie de jouer aux échecs, mais j'étais avec des amis qui voulaient jouer une partie comme ça avec un grand maître. Donc je leur ai dit pourquoi pas. Surtout que quand autour d'un feu, quand on a peur des bestioles et tout ça, eh bien il n'y a rien de tel qu'une partie d'échecs à l'aveugle pour oublier un petit peu tout ce qu'il y a autour. À l'aveugle en plus. Jean-Luc, avant de partir en Guyane donc pour des vacances, il faut bien le souligner, eh bien, tu as joué le championnat de France d'échecs à Marseille et c'était une catastrophe puisque tout le monde t'attendait comme outsider possible et finalement tu termines dernier détaché. Donc comment as-tu vécu ce tournoi et quelles sont les conclusions que tu peux en tirer ? J'ai l'impression que je l'ai vécu un petit peu comme le parcours du combattant dans la forêt amazonienne. Donc j'étais entouré d'embûches et de prédateurs et je crois que j'ai été la proie de tous les joueurs. Ça s'est plutôt mal passé, j'étais pas très bien préparé et je pourrais donc t'expliquer plus en détail, expliquer aux téléspectateurs plus en détail un petit peu ce qui s'est passé dans ce tournoi. Qu'est-ce qui peut expliquer que tu commences par un demi-point sur 7 alors que c'est un score vraiment inhabituel ? Ça n'arrive jamais. Oui, ce qui peut expliquer, c'est simple, c'est que j'ai très mal commencé. J'ai commencé avec 0 sur 3. J'avais gâché une partie contre Christian Bauer et j'avais pas eu trop de réussite. Et j'ai essayé de me refaire après, mais c'était très difficile. Et comme les poules sont qualificatives et qu'il faut 4 qualifiés seulement par poule, après, dans ce début dans cette première phase, c'est extrêmement difficile de marquer ne serait-ce qu'un demi-point, puisque les joueurs tentent leur maximum à chaque partie. Bon, il se trouve quand même que dans la poule basse, je me suis quand même nettement mieux comporté puisque j'ai fait la moyenne et j'ai finalement quand même gagné une partie, comme quoi j'ai quand même été un petit peu récompensé puisque j'ai joué mes parties à fond, j'ai essayé de faire des choses intéressantes et d'intéresser le public. J'ai quand même gagné la dernière partie et ça m'a fait extrêmement plaisir. Contre-joueur en écorne. Est-ce que c'est pas le contre-coup de ton nouveau titre de grand maître, puisque tu es grand maître depuis pas longtemps, depuis 3 ou 4 mois, tu as eu ta dernière norme. Est-ce que suite à cette norme, tu sais que tu vas être grand maître, est-ce que tu ne l'as pas un peu relâché psychologiquement ? Il faut croire que oui, puisque tous les joueurs qui ont obtenu le titre m'ont tous expliqué qu'après le titre, ça devient, pendant quelques mois, c'est une période assez difficile puisqu'il y a un relâchement total, se fixer de nouveaux objectifs, c'est difficile puisque après le titre de grand maître, il n'y a plus beaucoup de titres qui existent. Donc c'est vrai que champion du monde. Champion du monde, oui. Champion du monde, ça pourrait être une idée, quoi, mais bon, je vais y penser. Bien, alors tout de suite, après ce retour sur le championnat de France, nous allons passer à l'actualité. Donc le match Europe-Asie, l'Europe s'impose assez facilement, mais tout d'abord, détail des équipes avec commentaires de Stéphane et Jean-Luc. L'équipe européenne était plutôt forte avec Garry Kasparov au premier échiquier, évidemment c'est pas mal. Qu'est-ce qui explique, Stéphane, d'après toi, le fait que Garry Kasparov joue ce match Europe-Asie qui est donc en partie semi-rapide ? Puisqu'on sait que pour inviter Garry Kasparov, il faut quand même des arguments massue. Oui, non, mais je pense tout simplement les organisateurs avaient de quoi le payer. Bon, je ne vois pas d'autre explication. Oui. Il n'y a pas d'autre solution pour inviter Kasparov. Oui, disons que ce qui est intéressant à noter dans cette composition d'équipe, c'est qu'en fait, avec Étienne Bacrot et Loïc Van Vely, en fait, ils ont invité, je crois, les vainqueurs de leurs championnats respectifs. Puisque Van Vely doit être champion des Pays-Bas. Oui, tout à fait. Et Étienne Bacrot est champion de France. Donc, ils n'ont pas choisi les meilleurs joueurs européens parce que c'est évident qu'on aurait eu surtout des Russes. C'est clair. Éventuellement Peter Leko. Ils ont également invité Mikhail Gurevich qui est champion de Belgique. Voilà, donc ils ont invité les champions nationaux. Donc c'est intéressant. Bon. Champion de Belgique avec 100%. 100%, ouais. Oui. On se rappelle performance exceptionnelle de Mikhail Gurevich qui gagne le tournoi avec 9 sur 9. C'est bouleversant quand même.
un résultat pareil. Également dans l'équipe Zora Bazmaï-Parachvili, qui a été entraîneur de Kasparov, entraîneur d'Etienne Bacro, donc il devait se sentir plutôt bien. Et Emil Sutovski, qui a été anciennement champion du monde junior et récemment champion d'Europe individuel. Ouais, champion d'Europe. Peut-être champion d'Israël aussi, non? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc voilà l'équipe, une très forte équipe d'Europe. Effectivement, en face, on a mis une équipe asiatique. Donc on rappelle que la Russie, Stéphane, a quand même une partie européenne et une partie asiatique. Ouais. Ce qui fait donc qu'on retrouve des joueurs comme Kazimjanov, par exemple, ou Vladimirov, qui sont russes ou République soviétique. Donc il y a Kazimjanov extrêmement fort, Rustam Kazimjanov. On a eu l'occasion de le voir à Cannes. Un jeune joueur très talentueux. Ye Yangshuan, le joueur chinois. Vladimirov, Adianto, Dao Tianai et Rogers, le joueur australien. Donc voilà, les équipes sont effectivement pas forcément équilibrées. L'Europe s'est imposée 52-46 assez facilement. Et la partie que nous allons vous commenter est tirée de cette compétition. C'est la partie Garry Kasparov contre Rogers, donc le numéro 1 de l'équipe d'Europe contre le numéro dernier le 6 de l'équipe asiatique. Donc a priori une boucherie en perspective, mais c'est là que la partie est intéressante, c'est qu'on voit la façon dont Garry Kasparov bat un fort grand maître, puisque Jan Rogers est un fort grand maître, il le bat extrêmement facilement, c'est quand même surprenant, un grand maître pareil, qui ne sait pas quoi faire alors qu'il a les blancs contre Garry Kasparov. Oui, donc un joueur qui a essayé donc de jouer une position extrêmement solide, mais qui finalement donc de lui-même crée un déséquilibre dans cette partie. C'est vrai qu'on s'interroge, on a du mal à comprendre puisque ce joueur est quand même réputé et très connu pour être un joueur extrêmement fort. C'est juste. Donc tout de suite, nous allons passer en incrustation, c'est-à-dire à droite de l'échiquier, laisser place à la position. Et maintenant, c'est parti pour le commentaire de cette partie. Jan Rogers contre Garry Kasparov, championnat Europe-Asie. Donc Rogers, elle est blanc. Rogers, elle est blanc et il joue D4. Ce qui est déjà un bon choix, je pense, parce que on a vu que tous les joueurs qui tentent E4 contre Kasparov se font complètement laminer. Et, y compris Anand, Topalov, enfin les meilleurs joueurs du monde. Donc Kramnik d'ailleurs a joué que D4 contre Kasparov. Donc semble-t-il c'est l'arme quand même la plus solide. D'ailleurs, je crois qu'on ne le rappelle pas assez souvent, mais Jean-Luc Chabanon a lui-même joué contre Garry Kasparov. Ouais. Et oui, j'ai joué contre Garry Kasparov en 93. Ah oui. Championnat de France par équipe. J'ai joué par équipe, je jouais à l'époque pour le club de Cannes, d'ailleurs je joue toujours pour le club de Cannes. Et Kasparov a joué une petite saison donc en France, il jouait pour le club d'Auxerre, je crois. Oui, c'est ça. Et donc on avait décidé de me mettre face à Garry, face au grand Garry. Et bon, ça s'est très mal passé. T'avais les blancs et t'as joué des 4. J'avais les blancs, non, j'ai joué C4. Ah. J'ai joué une anglaise, je me suis préparé, j'avais créé une surprise contre Garry. J'étais arrivé avec un petit peu de retard. Et ça n'a pas suffi à le déstabiliser. Ça n'a pas suffi à le déstabiliser. D'ailleurs, j'ai dû arriver avec 10 minutes de retard. Garry Kasparov m'a fixé pendant 10 minutes sans toucher une pièce. D'accord, donc Garry Kasparov est quand même un joueur psychologique, ouais, et tenace. Il paraît qu'il avait fait des commentaires sur ton style de jeu, je crois, après la partie. Oui, on se rappelle les 2 déclarations phares, Stéphane, qui sont je n'ai prévu aucun coup de Jean-Luc Chabanon, déjà, première déclaration, ce qui est donc pas forcément une remarque positive, Jean-Luc. Et la deuxième remarque, c'est Jean-Luc Chabanon, c'est le joueur le plus faible que j'ai joué depuis 10 ans. Ouais. Ça, c'était donc les 2 remarques de Garry Kasparov après la partie contre Jean-Luc. Mais effectivement, ça avait dû le surprendre quand même, la façon dont tu arrives à trouver des coups vraiment alternatifs. Ouais, c'était une partie très curieuse. Quand il disait ça, je suppose que c'est que le déséquilibre avait été installé assez tôt. J'avais pas trop réussi mon ouverture et au lieu d'essayer de choisir des solutions simples, j'ai voulu compliquer contre Garry Kasparov. C'était pas une bonne solution. Pas forcément la meilleure solution. Donc retour sur la partie. Il faut dire quand même que Kasparov rarement oublie de faire des attaques verbales sur ses adversaires. Bien entendu. Quel qu'il soit. C'est systématique. C'est systématique. Qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu d'ailleurs, de toute façon, il s'attaque je crois à ses adversaires. Ça m'avait beaucoup affecté à l'époque. J'avais fait une conférence de presse et j'avais contre-attaqué en disant que T'avais prévu aucun des coups de Kasparov non plus. Exactement. Tout à fait. Donc, partie de la semaine, Rogers contre Garry Kasparov, D4 joué par Jan Rogers, cavalier F6, et là tout de suite la surprise, fou G5, coup rarement joué, il faut dire qu'on joue beaucoup plus régulièrement C4. Les idées de ce coup... C'est un coup intéressant. C'est un coup intéressant, ça menace fou prend cavalier. Avec doublement des pions. Qui casse la structure de pion des noirs. Ouais. Alors il y a beaucoup de réactions possibles, Jean-Luc, je crois que tu connais assez bien cette ligne. On peut jouer C5, on peut jouer D5, ou on peut jouer cavalier E4, ou E6. En fait, tous les coups sont possibles. Oui, tous les coups sont possibles. Et Garry Kasparov, je crois, avait déjà joué avec E6.
Oui, il joue régulièrement avec cavalier E4 aussi. Avec Kasparov. E6, cavalier F3 par exemple. Il avait joué donc ça contre un joueur anglais qui s'appelle Anthony Miles. Et il avait fait match nul avec les Noirs. Donc je pense que Rogers a joué ce coup fou G5 qui a un nom. C'est une ouverture qui porte un nom qui s'appelle l'attaque Trompowski. Donc Rogers a joué l'attaque Trompowski probablement parce qu'elle sort des sentiers. Elle trompe. Elle Trompowski. Et elle sort des sentiers battus tout en restant une ouverture extrêmement solide. Voilà, donc c'était le choix de Rogers. D5, le choix de Garry Kasparov. Donc D7, D5, un coup tout à fait normal, positionnel, hein, contrôle du centre, qui permet fou prend F6, c'est la seule justification, puisque les noirs menacent dans cette position, Jean-Luc, cavalier B7 tout simplement, suivi de chassage de fou. Par exemple. Par exemple. Donc fou prend F6, E prend F6, donc là on reprend du pion E, et maintenant il y a la paire de fou pour les noirs, et les blancs en revanche ont affaibli cette structure de pions, donc les blancs ont des pions mieux placés que les noirs. Voilà, donc c'est a priori une partie qui ne va pas être extrêmement complexe tactiquement, il n'y aura pas trop de calculs de variantes, mais intéressante sur le plan positionnel. E3. Donc normal, hein, mais les pions sur case noire, puis il n'y a plus le fou. Oui. Et on sort le fou de case blanche. Fou D6. Alors, ce qu'il faut rappeler dans ce genre de structure, il y a quelque chose de très important, c'est que le jeu des noirs va se passer donc de ce côté-là, du côté de la chaîne de pions, comme toujours. Les blancs, eux, leur chaîne de pions va par là. Donc les noirs vont jouer à gauche de l'échiquier et les blancs à droite. Enfin, l'inverse. Chacun va jouer sur sa gauche, en fait, hein, tout simplement. Il faut voir que les pions isolés, les pions doublés ici, favorisent un contrôle des noirs sur la colonne E. Et principalement sur cette case E4. Donc on va tenter de ramener ce cavalier sur la case E4. C'est très logique. Les blancs, eux, en revanche, jouent clairement contre le fou D6, qui est une très mauvaise pièce. Et on peut imaginer une finale cavalier contre ce fou D6, où le cavalier s'en sortira très bien, puisque le fou ne peut pas défendre ses propres pions. Enfin bon, c'est assez compliqué, mais en gros, tout ça pour résumer que le fou D6 des noirs n'est pas une si bonne pièce que ça. Parce qu'il ne peut pas défendre les pions. Donc ici, C4, alors ça c'est un coup extrêmement responsable, puisque normalement, dans cette position, on préfère jouer B3 d'abord et C4 après. Pour justement sur la prise en C4 pouvoir reprendre d'un pion. C'est un autre plan qui existe, C4 tout de suite ça existe aussi, mais c'est moins reconnu puisqu'ici il y a pion prend C4 avec ouverture de ligne. Alors, fou prend C4, normal. Petit roc, Petit roc. cavalier C3. Ouais, logique, on sort Donc, ses pièces. Pour l'instant les blancs n'ont pas de faiblesse, on peut dire que cette position est quand même assez agréable à jouer côté blanc. Mais sur le long terme la paire de fou peut toujours se réveiller. Là Garry Kasparov joue un premier coup intéressant, un coup qu'il faut trouver. Qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Oui, donc Garry Kasparov qui décide donc de mieux contrôler le centre et qui rejoue donc une pièce qui a déjà joué, mais c'est un pion. Oui. C'est un coup très, très important. Donc il surcontrôle la case E4 avec son pion et éventuellement il garde la possibilité de jouer F5, F4 pour ouvrir les lignes, ce qui serait un avantage vu la paire de fous des noirs. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que s'il arrive à bien contrôler la case E4 et que sur F4 le coup blanc E4 est impossible, eh bien à ce moment-là, ça va ouvrir les lignes et ça va être très bien pour lui. Il prépare évidemment également le plan cavalier D7 et cavalier F6, et cavalier E4. Cavalier F6 pour arriver sur la case E4. Donc voilà comment ça se passe, sachant que pour l'instant le développement n'est pas vraiment une priorité dans ce genre de position, puisque tout simplement il n'y a pas d'attaque rapide qui se profile. Ouais. Cavalier F3, donc ça y est, Garry Kasparov, il joue son plan, cavalier D7, les blancs rock, c'est logique, cavalier F6 maintenant. Et là, les blancs doivent se demander qu'est-ce que je fais ici, hein. Oui, parce que le plan des noirs, il est simple. On va sûrement jouer tour E8, et puis cavalier E4. Tour 8, ça menace déjà F4. Ouais, ou ça menace déjà F4. Ensuite, on va installer le cavalier en E4. Sur cavalier prend cavalier, on prendra du pion. On pourra éventuellement aussi On développer va revenir. développer le fou C8 aussi. En jouant B6 et fou B7, par exemple, sur cette bande diagonale, qui peut être également une bonne chose. Donc le plan des noirs, on le voit. Les blancs, eux, ils doivent choisir quelque chose. Donc là, c'est pas évident. On est face à Garry Kasparov. On rappelle que c'est des parties rapides. Il faut trouver quelque chose, puisque dans quelques coups, eh bien, c'est les noirs qui vont prendre l'initiative. Donc Rogers tente une idée intéressante. Il joue K et B5, attaque le fou, Oui, donc, donc avec la ferme intention de le prendre. Hein. Ouais, tout à fait. Garry Kasparov ne veut pas donner le fou, il joue fou E7. Et maintenant, cavalier E5, case centrale. Voilà, il a mis cavalier B5 permet cavalier E5 finalement. Exactement, puisqu'avant on ne pouvait pas le faire, puisqu'il y avait fou prend cavalier Oui, tout simplement. oui, tout à fait. Après pion prend, cavalier G4, gagne un pion. Ici, C6, on chasse ce cavalier B5, qui revient en C3. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs ont joué deux coups, cavalier B5 puis retour. Mais de l'autre côté, Et les C6 noirs empêche sont repartis. le C6 empêche le fou C8 de se développer sur B7. Donc vrai. ça bloque un peu le fou C8 qui maintenant a plus beaucoup de cases à sa disposition parce que E6
C'est quand même une case où il est il ne dangereux. peut pas vraiment y aller. Pas vraiment y aller. Il y aurait fou prend, suivi de dame B3 avec des faiblesses sur case blanche. Et D7, il est sous la prise du cavalier E5, donc ce fou est un peu immobilisé. Non, très clairement dans cette position, le problème des noirs, c'est le cavalier E5. Il faut l'attaquer très vite. Oui, mais c'est la pression sur F7 aussi. Les blancs peut-être menacent de jouer dame B3 Oui. avec une grosse pression sur F7. Et peut-être même pourrait menacer de temps en temps des prises directes sur le pion F7. Donc, impératif, l'attaque de ce cavalier E5. Donc il y a deux options, il y a fou D6 ou le coup de Garry Kasparov, cavalier D7, qui est très logique, cavalier D7. On revient. On a l'impression que c'est quand même... Oui, ça a l'air illogique. Ça a l'air illogique puisqu'on rejoue 2 fois la même pièce. A noter que dans cette position, Rogers aurait pu jouer peut-être cavalier F3. Ouais. Rogers aurait pu jouer cavalier F3, je réfléchissais à ce coup, mais là j'imagine que Kasparov aurait Sans doute B5, On va B4 et C5. probablement quelque jouer chose comme ça. D5, et fou B7, et peut-être essayer d'obtenir un petit peu une position dans l'esprit De l'Améran. de l'Améran, de la semi-slave. Oui, tout à fait. C'est juste. Donc Rogers n'a pas envie de revenir très logiquement en F3, ça paraît curieux de revenir. Il joue donc F4, blindant la position centrale, blindant la position du cavalier E5. Maintenant, on voit bien qu'on ne pourra jamais le chasser en jouant F6. Par contre, ça affaiblit la case E4. Ça Effectivement. fait lui la case E4, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce cavalier E5 va échanger le cavalier D7, Ouais, c'est sûr. donc ça va être difficile de... Mais enfin, la colonne, si on échange, la colonne E va être faible et le pion E3 va être faible. Mais oui, pour l'instant, ce cavalier E5 est trop fort. Pour l'instant. Il est beaucoup trop fort, il faut absolument le chasser. Donc soit on le prend, soit on va mettre le fou pour le prendre. Mais dans tous les cas, les blancs vont ouvrir la colonne F, c'est sûr. Puisqu'en fait, on voudrait chasser le cavalier Stéphane en jouant le coup F7, F6, Non, mais on peut pas là. mais on ne peut pas puisque c'est cloué. Ouais. Donc on a des problèmes dans cette position. C'est vrai que la position blanche a l'air plutôt pas mal. On va voir comment Kasparov réagit. Alors quand vous êtes sous pression comme ça, un conseil, puisqu'il faut bien donner des conseils, il faut échanger les pièces. Quand on ne sait pas quoi faire, on échange les pièces. Je ne sais pas Jean-Luc si tu as des conseils comme ça que tu donnes à tes élèves régulièrement. Mais moi on m'a appris ça très vite. Quand on ne sait pas plus quoi faire, on échange quelques pièces et tout de suite on trouve de nouvelles idées. Oui, et puis dans cette position, il faut voir qu'on n'échange pas n'importe quelle pièce, on échange un cavalier en E5, donc un cavalier qui est au centre de l'échiquier, qui attaque le pion F7, donc qui paralyse les noirs. C'est une bonne pièce. Le cavalier en D7 est une pièce comme une autre. Tout à fait. Donc cavalier prend E5, F prend E5, très logique, on ouvre la colonne F avec des menaces régulièrement. Par exemple, on peut imaginer que les blancs vont jouer Dame B3, Tour D1 et E4 pour casser ce pion F. Et ensuite avoir une trilogie sur le pion F7 Ouais, tout à fait. Ouais. avec toutes les pièces. Garry Kasparov joue G6 dans cette position. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'évaluation de cette position. Alors Jean-Luc, comment faire pour dire qui est mieux et pourquoi ? Donc dans cette position, pour évaluer l'avantage, pour évaluer la position, il faut déjà regarder un petit peu donc, le nombre de pièces. Donc là, il y a égalité matérielle. Ensuite, on voit que les noirs ont la paire de fous. Alors, ils ont la paire de fous. Il se trouve que dans cette position, les fous sont un petit peu bloqués pour l'instant. Oui, notamment le fou C8. Voilà, le fou C8. Donc on peut chercher des solutions pour débloquer la situation. On a trouvé tout à l'heure donc le coup B7, B5, qui est un coup extrêmement intéressant, puisqu'après on peut éventuellement jouer soit C5 comme dans une méran, soit fou B7, ou préparer donc l'ouverture. Et donc ça fait partie des possibilités. Et éventuellement ouvrir le centre et attaquer le pion E3. Voilà, donc en fait, à mon avis, ce qui est très important de dire, c'est que si les noirs ne font rien avec les pions, eh bien, ils vont être tout simplement écrasés. Là. Il faut absolument qu'ils libèrent leurs pions de ce côté-là, sinon ils n'ont pas de plan, ils ne peuvent pas sortir leurs pièces. Une fois qu'ils auront poussé ces deux pions et mis le fou en B7, effectivement, on va voir la position qui va complètement changer. En fait, l'objectif des noirs, tout simplement, comme souvent avec la paire de fous, c'est d'ouvrir les lignes et les diagonales, bien entendu, donc ouvrir la position. Ici, Rogers joue cavalier E2, il veut revenir, probablement en F4, peut-être en G3, ou peut-être préparer le coup E3, E4. B5 de Kasparov, ça c'est pas une surprise. Fou B3, C5 maintenant. C5. Donc là C5, Jean-Luc, un coup très important. Un coup responsable parce que ça permet quand même D5 qui crée un pion passé. Voilà, alors tout de suite, une première variante, évidemment, D5 ne marche pas, Stéphane. Il faut le préciser, ça va perdre un pion très vite. Donc on commence par jouer dans cette position C4. Le fou revient sur Pour C2. boucher le fou. Le fou doit aller en C2. Et maintenant, je me rappelle qu'il y a une attaque double, je ne sais plus à base de quoi. Oui, c'est ça, on joue fou C5 dans un premier temps. Ouais, Attaque le E3, pion E3. qui est cloué. Tout à fait. Donc si on peut tenter de défendre ce pion E3, on joue par exemple Dame D2. Dame D2, ouais. Dame D2 qui défend le pion. Mais là, tout simplement, tour 8, et on ne peut plus défendre le pion E5. Voilà. Donc ça,
Enfin, variante très simple. c'était à vérifier. Exactement, c'est une variante très importante. Sur C5, les blancs, évidemment, tout naturellement, ont envie de jouer D5 et D6, hein, Ouais. on vient de dire, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps, puisqu'il y a C4, fou C5, on évacue le fou et on attaque le pion E5. Donc, première variante importante, C5 ne permet pas D5, et donc après, on va prendre là, très vraisemblablement, et c'est la partie cavalier F4, fou B7, Ah, ça y est, le fou a une belle diagonale là. même thème, alors là, Stéphane, encore une fois, sur D5, on perd du matériel très vite. On commence par C4, comme toujours. Bah, C4 et le pion D5 va être en prise. On peut jouer G5 éventuellement. C2. Fou C5, toujours. Fou C5 toujours, Mm. Dame D2, et maintenant encore tour 8. Et tour 8, ouais. C'est thématique, et puis là on voit que les pièces noires sont quand même au top. Hein. Les fous se révèlent être une arme extrêmement percutante. Ce qui est intéressant donc, dans cette manœuvre, c'est de voir la clarté des idées de Garry Kasparov, puisqu'il abandonne finalement le centre, il laisse à son adversaire la possibilité d'installer un duo qui, semble-t-il, est très impressionnant, E5, D5, mais en réalité, ce duo n'est complètement inefficace face au début d'initiative que lancent les Noirs dans cette position. Oui, on va rappeler la force d'un duo central comme E5, D5. Hein. C'est en général qu'on peut jouer soit E6, soit D6, on peut pousser les pions, on contrôle énormément de cases, puisqu'on contrôle les 4 cases devant, donc c'est extrêmement fort. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, si vous pouvez installer un duo de pions, vérifier les variantes tactiques, vérifier que les pions ne tombent pas instantanément. Pion prend C5, Rogers a craqué. Ouais, là, on peut le dire, il craque. Mais Rogers abandonne finalement. Il se dit, c'est vrai, ta manœuvre avec B5, C5 contre mon plan de m'installer au centre. Donc on va essayer un petit peu de garder donc, du jeu pour mon fou en B3. On élimine donc ce pion C. Oui, puisque le pion C menaçait systématiquement d'aller en C4. Mais donc l'éliminer. après pion prend C5, fou prend C5, Rogers doit défendre le pion E3 et cède définitivement l'initiative. C'est-à-dire que là, on voit, C'est au noir maintenant d'attaquer. on voit deux superbes fous. Le pion E3, il est en prise. Mais l'avantage de Rogers dans cette position, c'est que son pion E5 va, quoi qu'il arrive, aller en E6. Ouais, avec des Maintenant que le menaces, fou B3 est très fort et le cavalier F4 aussi, des menaces importantes sur F7 notamment. le pion va arriver en E6. Donc en fait, il a bradé son centre puissant pour jouer E5, E6 et casser un peu le truc autour du roi noir, réveiller son fou B3. Le problème, c'est qu'il a plus de fou de case noire, donc il ne pourra pas attaquer. Dame E2, voilà, pour défendre ce pion. Et Stéphane, un cavalier en attaque, Le cavalier, c'est fort. redoutable. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Kasparov a l'initiative et il joue Dame B6. oui, Kasparov fait l'initiative et il le prouve. Il le prouve, oui. Donc maintenant, il faut soit défendre ce pion E3, soit trouver du contre-jeu. Alors là, on ne peut plus défendre le pion E3, Jean-Luc, puisque la menace de Dame B6, c'est de jouer tour E8, par exemple celle-là, Mhm. tour A en E8, et maintenant deux sur tours. E6, on prend. Puisque ça sera défendu et par la tour E8 et par la Dame B6. Donc Dame B6, c'est un coup qui attaque et qui défend cette case-clé E6. Donc il faut jouer E6 maintenant. Fou prend E3, Échec, échec, il faut bouger. intermédiaire, roi H1, Mhm. et ici, fou prend F4. Ouais, on peut Le pas. cavalier est trop fort. Ouais, Stéphane. il faut prendre le cavalier et on ne pouvait pas reprendre un E6, puisqu'après pion prend E6, cavalier prend E6, c'est très fort, puisque ça attaque la tour F8 et ça menace d'un échec à la découverte du fou B3. Oui, par exemple, d'ailleurs, comme échec à la découverte, on peut envisager cavalier C5 échec Ouais, et Dame prend fou. voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est un échec qui interpose une pièce entre la Dame et le fou, Ouais. qui permet de prendre le fou. Donc ça, c'est vrai que c'est très fort. En plus, bon, évidemment, on menace Stéphane qui prend tout. Cavalier Échec prend au tour, roi, échec au roi. tout à base d'échec du fou B3. Donc ici, pion prend 6 n'est pas possible. On est Garry a tout prévu. Le cavalier, il faut l'éliminer parce qu'en attaque, il est monstrueux. Et en plus, on voit que ce fou E3, Jean-Luc, ne peut pas vraiment servir à une attaque quelconque. Non, donc, Donc on le cavalier est trop fort, il faut s'en débarrasser. Fou prend F4. Pion prend F7, échec, Un petit coup Intermédiaire. Intermédiaire, ouais, il faut bouger le roi. roi G7. Ouais. Tour prend F4. Maintenant, le bilan dans cette position m'intéresse énormément. Pourquoi est-ce que les noirs seraient mieux? Donc pourquoi les noirs seraient mieux dans cette position? Et les noirs sont-ils mieux? Les noirs sont mieux. Donc on va voir que finalement, donc, même si le pion F7 est quand même relativement bien placé, il a une case de la case de promotion, mais malheureusement donc, ce pion F7 est isolé, c'est-à-dire sans le contrôle du fou B3, il serait pris immédiatement. Oui. Les colonnes, donc les noirs ont toujours l'initiative, c'est à eux de jouer, c'est à eux de lancer de jouer le coup qu'ils ont joué par exemple, qui est tour Jeter la première pierre. de jeter la première pierre. Et le fou B7 est extrêmement fort puisqu'il attaque, donc il contrôle la grande diagonale A8, H1 avec une vue directe sur le roi et le pion G2. Donc maintenant, après tour AD8, les noirs
ont également fini leur développement, Oui. ce qui est une raison aussi essentielle. Et bon, si on regarde la structure de pion, encore une fois, la structure noire est meilleure que la structure blanche parce que probablement ce pion F7 va être perdu. Ouais, En ouais, fait, parce il qu'il- faut évaluer le pion F7, Stéphane. Ouais. Il faut bien comprendre que ce pion F7, tant qu'il y a de l'attaque, il est très fort. Mm. Mais là, après un coup de défense comme Dame F6, on ne peut pas donner un seul échec avec les pièces blanches restantes. Il y aurait un cavalier pour venir en E6, les blancs seraient très bien. Ouais. Mais là, après Dame F6, toutes les lignes sont fermées. Et dès qu'on est en finale, eh ben, le pion F7, il tombe. Donc, Mm. un pion F7, c'est à double tranchant, Jean-Luc. Quand il y a de l'attaque, c'est bien. Quand il n'y en a pas, c'est Mais là, pas qu'est-ce qui se passe sur Oui, un, Garry Kasparov. sur un dame 5 échec, par exemple? Dame 5 échec a l'air assez fort quand même, puisque ça attaque le pion B5. Donc sur dame F6, on pourrait prendre le pion B5. bien. Alors justement, Stéphane, c'est là qu'il y a un problème. Il y a un Dame petit F6. piège, donc. Dame prend B5. Voilà. Et là, fou prend G2. Fou prend G2 est envisageable, d'ailleurs, est très fort, puisqu'après Roi prend G2, il y a Dame G5, entre autres, probablement d'autres possibilités. Dame prend B2 qui gagne la tour 1. Dame premier 2 gagne le tour 1. Dame prend B2, échec, gagne la tour 1. Et on voit assez facilement, donc là, si vous êtes en train de calculer ce genre de variante, eh bien, on voit très vite que les blancs n'auront rien quand on aura pris la tour. Pourquoi? Eh bien, parce que la dame continue à contrôler cette diagonale, qui est la diagonale clé de la défense noire. Donc là, vous pouvez aller prendre la tour tranquille, il n'y aura aucune contre-attaque possible. Donc, ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que Garry Kasparov a contré donc, la stratégie d'attaque de son adversaire. Donc, il lui laisse la possibilité de s'imposer sur case blanche et chez lui, donc avec un pion F7. Mais il a prévu tout simplement que grâce à une seule pièce, sa dame, il pourrait donc Colmater, Tout défendre. ouais. contrôler les autres cases, les cases noires, et les contrôler de manière à n'avoir aucun problème. Donc ici, les noirs sont mieux, indiscutablement, puisqu'ils ont l'initiative. Tour E1, fou E4, donc ça c'est un coup de vis, hein, comme Voilà. on peut l'appeler. Oui, donc Garry qui décide donc avec ce placement de fou au centre de l'échiquier, il décide donc de boucher la colonne, il bouche oui, la colonne. de provoquer donc un manque de coordination chez les pièces lourdes. Disons qu'ils bouchent tout le monde quand Voilà, même, parce les que pièces lourdes des blancs, la donc tour passe plus. les deux tours et la dame, ça passe plus. non plus. ne jouent plus du tout et sont très très mal développées dans cette position. La tour à F4 aurait tout intérêt à se retrouver par exemple sur D1. Exactement. Donc ici, Rogers, il craque, puisqu'il va prendre la qualité. On se demande pourquoi ce choix. Rogers probablement a compris qu'à long terme dans cette position, si je ramène par exemple la tour F4 sur F2, Oui. s'il joue donc des coups Anodins. assez anodins, à long terme le fou en E4 va exercer une pression sur le pion G2 qui sera telle que les noirs vont finalement, quoi qu'il arrive, l'emporter dans cette position. Donc plutôt que de péniblement souffrir dans une position inférieure, donc pourquoi elle est inférieure? On rappelle, hein, le pion F7 est faible, les blancs n'ont pas d'attaque et toutes les pièces lourdes blanches sont muselées pour l'instant par ce fou E4, les noirs ont l'initiative. Donc tout ça c'est tout un tas d'inconvénients. Rogers, il veut jouer son va-tout en fait dans Est-ce cette qu'il n'aurait pas position pu tenter fou C2 peut-être pour jouer pour jouer une finale avec un pion de moins contre Garry Kasparov, Ouais. parce qu'une fois que le fou est venu en C2, effectivement ça fait jouer toutes les pièces lourdes, Voilà, mais ça permet- perd le pion F7. Mais ouais, mais on sait comme pion de moins, des fois on arrive à faire nul quoi. Pas contre Kasparov. Pas contre Kasparov. Surtout que bon après fou C2, Garry n'aurait peut-être même pas veut garder changé son les pion fous, il aurait F7 peut-être gardé le aussi, fou qui- sur la grande Il diagonale. considère peut-être que son pion F7 oblige une tour adverse à rester dans son camp. Oui, ce qu'il faut Et, voir, c'est quand même que la position n'est pas perdue après tour prend E4. hein. On va quand même regarder. Pion prend E4, dame prend E4. Ici, on a un pion pour la qualité, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? On menace éventuellement dame E5 suivi de dame prend maintenant. Donc il n'y a plus de fou pour Tout nous à fait. ennuyer. Ouais. Il faut voir également que cette tour F8, elle n'est pas vraiment dans l'action. Elle est assez loin d'y être. Elle est muselée par le pion F7. Ouais. Donc la position est encore tout à fait jouable. C'est un choix positionnel de Rogers. Je donne la qualité, mais j'ai quand même de l'initiative. Dame D4, donc là Garry Kasparov, lui, on lui dit pas deux fois qu'il a plus de matériel. Ça provoque chez lui une envie incroyable d'échanger toutes les pièces. Oui, donc là c'est un C'est échange, naturel. un échange très classique. Donc Garry Kasparov qui Échange décide standard. d'entrer donc finalement dans une finale supérieure. Si Rogers échange les dames, donc dame prend dame suivi de tour prend dame, le plan de Garry est très simple dans cette position. Une fois que donc là le Rogers doit jouer un coup comme H3 pour éviter le maître du couloir, et là Kasparov n'a plus qu'à chasser ce fou de B3 en jouant A5 par exemple suivi de A4 Ouais. et également monter sa tour sur la deuxième rangée. Et tour D2. Et on voit que donc il va raser les pions, Voilà, tout tout simplement. simplement, et probablement aussi le pion F7. Donc la seule chance de Rogers dans cette position, après dame D4,
Il ne peut pas échanger les dames, sinon, comme l'a dit Jean-Luc, il y a un plan très simple pour Garry Kasparov, on pousse le pion A, on déstabilise le fou B3, on prend F7 et on gagne. Donc effectivement, ça c'est problématique. Il faut qu'il garde les dames pour continuer à avoir des chances d'attaquer ce roi. Donc il joue très logiquement Dame E2, continue à défendre le pion B2, c'est normal. Garry Kasparov fait Dame C5, on sent qu'il patauge un peu, Garry Kasparov, avec Dame C5, c'est un coup quand même, Jean-Luc, qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Oui, non, Dame C5 est un coup intéressant. Faut protéger B5. Il contrôle toujours les cases noires, donc les cases noires où les blancs peuvent essayer de trouver du contrôle-jeu sur le roi G7. Donc ces trois-là. Donc ces trois-là sont contrôlés par la dame. Il défend son pion en B5 et il libère la colonne D pour sa tour D8. Donc maintenant, il va peut-être essayer de doubler les tours, enfin d'améliorer son... Peut-être tour D6, tour F6 éventuellement. Tour D6, Et tour en F6. C5, la dame protège aussi F8. Donc ce pion, il ne pourra jamais faire dame. Hein, Une pour case de l'instant. plus. Ouais. Donc là, Il est peut-être pas si mal placé que ça. on appelle ça une case multifonction. Autre avantage, on va le voir, c'est dans la partie. Ian Rogers joue H3, un coup prophylactique qui parle le maître du couloir, donc quand on ne sait pas quoi faire, parons le maître du couloir. A5, Donc le plan qu'on avait dit tout à l'heure, voilà, il veut déstabiliser le fou. on veut chasser le fou. Donc là, Rogers doit jouer A3 pour garder le fou sur la grande diagonale. Pousser un pion en finale, c'est jamais mauvais. Oui. Surtout... Alors ça, Jean-Luc, c'est quand même un principe curieux que tu nous apprends. De quoi? Pousser un pion en finale, c'est jamais mauvais. Enfin, c'est quand même extrêmement responsable, puisqu'on sait que les pions ne reviennent pas en arrière. C'est vrai. Mais bon, dans cette position où le pion B2 est extrêmement fragile, et où les blancs risquent de se retrouver avec peut-être un pion de moins à l'aile dame, on peut penser que pousser le pion A, qui peut s'installer Pour les noirs. pour les noirs, oui. est intéressant, parce que Bien sûr. le pion en A5 peut s'installer en A4. Mais attention, on ne peut pas dire non plus, c'est jamais mauvais. Non, on va pas dire ça. Mais dans cette position-là, c'est vrai que c'est jamais mauvais. D'accord. Donc le pion va venir sur A4 par exemple et fixer le pion B2. Voilà, on fixe les pions sur la couleur opposée au fou. Alors attention, normalement on dit toujours, un fou qui est sur la même couleur que ses pions, il n'est pas bon. Ça paraît logique. Et quand les pions ne sont pas sur la même couleur que le fou, on contrôle toutes les cases, donc et les noires et les blanches, donc c'est bien. Mais ici c'est complètement faux. Oui, Parce qu'il faut mettre le fou sur la même couleur que les pions pour deux raisons. C'est pour que ça se soutienne mutuellement. exactement, oui. En général, quand on a une qualité de moins, quand on a un fou contre une tour, le fou a tout intérêt à être sur la couleur de ses pions parce qu'il les défend. Exactement. Donc ici, tout faux pour Rogers, ou en tout cas tout juste pour Garry Kasparov, qui arrive à provoquer des pions sur la couleur opposée au fou. Et donc ça, c'est des affaiblissements qui risquent de payer par la suite. D'ailleurs, qui vont payer. Tour D6 de Garry Kasparov, tour F1, tour F6. Très important de mettre une tour en F6, Stéphane, puisque maintenant ça soulage la dame. On voit qu'il n'y a plus besoin de contrôler toutes les cases de cette grande diagonale, puisqu'une tour en F6, ça défend tout. Tour pour F6, Garry Kasparov échange les pièces, Rogers ne peut rien faire. Non, c'est l'inverse. C'est les deux qui Là, échangent. En fait. ouais, les deux échangent là. Roi pour F6. Ouais. Donc là, on se dit, le roi de Kasparov un peu dans le vent, mais évidemment, il a tout calculé. On sait que Garry Kasparov est quand même une machine à calculer. Oui, et puis Rogers n'a pas énormément de coups. Il n'y a pas beaucoup de pièces pour attaquer le roi, encore une fois. Il est sur Le place noire. roi sort un petit peu de son cocon, mais pas pour longtemps. Il va revenir en G7 tranquillement. Oui. Les cases noires sont bien contrôlées. Donc cette Toujours avec la manœuvre, dame, cette manœuvre permet d'échanger, de simplifier un peu la position. Et les problèmes de Rogers restent les mêmes, c'est-à-dire donc du matériel en moins et un pion B2 qui risque d'être de plus en plus faible. Exactement. Donc dame D2, bien vu, ça dame D2, puisque ça attaque à 5 et ça crée une menace quand même assez forte, dame H6. H6 qui gagnerait le pion H7 avec du jeu, mais Garry Kasparov a tout vu, il joue à 4, intermédiaire, donc défend à 5 puisqu'il n'est plus en prise, et attaque le fou B3. Fou D5, et maintenant c'est trop tard, roi G7, on ne verra plus jamais cette possibilité dame H6. Après roi G7, la menace c'est tour D8, plutôt fort. Donc dans cette position, peut-on dire que les noirs sont perdants? Les blancs. Les blancs, bien sûr. Les blancs, oui, les blancs sont perdants, mais bon, on va quand même juste regarder un petit peu la petite astuce qu'a trouvé Rogers. Un petit coup intéressant quand même qui lui permet de tenir un petit peu plus longtemps. Donc il joue B4. Donc B4, l'idée c'est que si on prend le pion en B3, Rogers pourrait faire dame B2 échec Oui. et mettre le roi noir dans une situation un peu périlleuse. Fort délicate. Alors Voilà. regardons bien, pion prend B3, possibilité. On ne reprend pas en B3, on peut le faire mais on n'est pas obligé. On préfère jouer dame B2 échec. Ouais. Donc là on voit le roi n'a pas de case, Il peut aller qu'en H6. à part la case H6. Ouais. Et maintenant, maybe back to D2, dame Ouais. D2 échec. Mhm. Donc là si le roi monte, Ouais, il va être mat très vite. il va être mat très vite. Ouais, Donc enfin, mat en 3 coups, ou en 2 coups d'ailleurs, avec fou F3,
roi H4 et dame F4 mat. Ouais. Voilà. Et si on joue G5, il y aurait H4. Et ouais, Sur H5, G5. il y a H4 qui a l'air très fort, ça menace mat. H4, mat imparable, hein. Enfin mat probable. Il y a encore dame E7 pour défendre, mais enfin bon, ici les blancs ne sont plus en difficulté. C'est pas vraiment nécessaire donc, pour Gary de se mettre dans des situations aussi acrobatiques. Il faut absolument pas laisser dame B2 échec Alors que- aussi fort oui. que ça l'est. Alors qu'un coup de dame comme dame D6, Le coup de Gary. qui est bien moins salé mais très très fort, couvre les cases noires comme tout à l'heure. Donc finalement Gary qui est fidèle à la thématique aux échecs, donc toujours un joueur qui privilégie donc Le concept. les concepts, l'aspect esthétique un petit peu donc du jeu. Géométrique aussi. Géométrique, il joue des choses très compliquées et il suit toujours donc cette idée d'avoir laissé à son adversaire la possibilité d'affaiblir les cases blanches le plus loin possible jusqu'à son roi, jusqu'à son domicile. Mais il a tout prévu, il a prévu C'est-à-dire que là, ça y est, Gary Kasparov il est arrivé à son maximum, puisque maintenant le pion A3 peut plus être défendu par le fou. Donc il n'y a plus qu'à jouer dame F6, contrôlant bien le pion F7, défendant bien le roi et passer la tour pour aller chercher ce pion A3. tout simplement. Ouais. Donc là maintenant c'est très simple, Gary Kasparov a une position techniquement gagnante. Donc a suivi dame D4 échec, dame F6, Rogers. Obligé, dame F6 est forcé, puisque sur roi H6, on aurait dame H4 avec un échec perpétuel. Oui, c'est juste. Dame prend dame. Donc là je crois que c'est la fin. Oui. Dame prend dame c'est la cagoule. Il est... Roi prend dame, donc le roi qui sort à nouveau, mais qui va probablement revenir en E7. Ah, mais cette fois maintenant il va s'activer le roi. Oui. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est pourquoi Rogers a changé les dames, c'est évidemment parce qu'il a fou C6 dans cette position, Voilà, attaque B5, ouais. attaque A4. Mm. Ça, c'est l'idée. Ce qu'il faut voir, c'est que la position où il a pris ces deux pions-là et perdu ces trois-là a des petites chances de faire nul, bien que si ça soit G3, H2, ça soit nul directement. Là, on voit que les pions en H2, G3, c'est pas une bonne nouvelle. Donc là on parle en théorie, évidemment, hein, puisque ça n'arrivera pas. Mais si vous avez une finale tour, deux pions, contre fou, deux pions, donc placés sur la même aile, eh bien, si vous avez un fou de case blanche avec des pions en H2, G3, c'est nul. Ça, c'est... Il n'y a rien à faire, les noirs ne peuvent pas passer. Mais encore une fois, Gary a tout prévu. Gary a tout prévu une fois de plus. Sur fou C6, il fait tour prend F7, élimine le pion. Fou prend B5, Ouais. et tour A7. Et le pion A4 doit impérativement être gardé. Et là, de quoi on s'aperçoit, c'est qu'une fois de plus, le roi de Gary Kasparov Et est actif. beaucoup mieux placé que le Ouais. roi de Ian Rogers. Et il ne il va- demande qu'à rentrer dans le camp des Mais il va aller blancs jusqu'en B2 pour aller tranquillement. manger le pion à 3. Ouais, il Voilà. va aller manger le pion A3 Il va et tout libérer manger. le pion A4 surtout, qui va aller à dame. Donc le reste n'est plus qu'une question de technique. Après fou C6, roi Pour libérer E5, le pion B, ouais. roi H2, roi D4, Kasparov, là ça y est, hein, c'est mathématique. B5, roi C5, on stoppe le pion D d'abord. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que maintenant qu'il y a eu B5 et fou C6, le fou C6 n'attaque plus le pion A4. Donc changement des rôles, inversion des rôles, le roi en C5 vient contrôler le pion B. Et maintenant c'est la tour qui va passer Oui. pour aller prendre le pion A3. Roi C5, roi G3, le roi blanc est vraiment trop loin de l'action. Tour F7, geste technique, on coupe le roi blanc, Ouais. roi G4, tour F2, Tour F2. roi Mais G5. là, on pourrait jouer peut-être le coup B6. B6, il y aurait roi prend C6. Ouais, roi voilà. prend C6, ouais, tout à fait. B6, alors l'idée de Ouais. Stéphane, c'est que sur roi prend B6, on joue fou prend A4 Ouais, avec évidemment. nul cette Non, là, fois-ci. on perd le fou. Ouais. Mais le problème, c'est que B6, eh bien, le Ouais. fou n'est plus défendu non plus. Ouais. Donc roi G5, les blancs tentent quelque chose, mais Gary Kasparov est là, tour A2. Et on voit qu'un fou a beaucoup de mal à stopper un pion, c'est le problème. Fou A8, Voilà, là, menace B6. menace B6, mais tour prend A3, Stéphane, trop tard. Ouais, c'est trop tard. B6, roi prend B6, roi H6, roi A5. La dernière chance de Rogers, c'était un oubli de Gary Kasparov qui aurait permis fou prend pion avec genre on a pris H7 et G6 et on commence à pousser. Ouais. Mais évidemment, ça n'arrive pas. Ici, on peut envisager après roi A5, roi prend H7 par exemple. Mhm. Mais un simple coup comme tour G3, Tour c'est G3. tout à fait mal. Tour Oui, parce que G3. le pion A va aller à dame. Tout Ouais, sur simplement. fou prend G6, on fait probablement tour prend fou G6. Tout à fait, Stéphane. Et on fait dame, et la dame permet tranquillement d'arrêter les deux pions. Geste technique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne permet pas A3 fou F7, qui pourrait permettre au fou de se sacrifier. On sacrifie directement la tour sur le fou et après roi prend, et bien nous poussons le pion. Et là, dans deux coups, c'est dame. Ouais. Ensuite, une dame contre deux pions, ça gagne de manière assez évidente. Oui. Jean-Luc, un petit mot pour résumer cette partie? Bah, je crois que cette partie, donc il y a eu deux leçons principales à tirer donc, de cette partie. C'est que donc, Gary Kasparov a excellé donc, dans sa stratégie de laisser un petit peu à l'adversaire un semblant d'attaque.
Oui. pour finalement occuper le centre et activer ses pièces et prendre l'initiative. Et dans la phase technique de la partie, il a su quand il fallait échanger les pièces, donc il a échangé les tours, mais il n'a pas tout échangé. Donc il n'a pas tout échangé. On constate quand même qu'il a su aussi qu'il fallait garder quelques pièces. Il a gardé le pion A4. Il Très aurait important. pu décider donc d'échanger le pion A4 et prendre tous les pions, mais il a compris donc. Bon, il a compris évidemment. Il a tout compris en fait. Il a tout compris, voilà. Donc, Donc, on peut peut-être résumer cette partie par phase en fait. Il y a eu l'ouverture après cet affaiblissement de structure de pion des noirs contre la paire de fous. Ensuite, Garry Kasparov donc, a plutôt bien joué. Il a menacé d'arriver sur la case E4 avec son cavalier, il menacé de prendre le centre, prendre le contrôle de toutes les cases. Sur quoi Rogers a été obligé lui-même de contre-attaquer, de jouer cavalier E5 et F4. Une fois qu'il a joué ça, Garry Kasparov a fait jouer ses deux fous en jouant C5, B5. Les deux fous, les hachoirs, un véritable hachoir. Ensuite, il y a eu le sacrifice de qualité de Rogers. Et là, la technique de Garry Kasparov, la technique qu'on lui connaît, lui a permis de remporter cette partie. Retour à l'actualité, Stéphane, Oui. avec une très brillante victoire, la victoire de Hicham Amdouchi, qui est donc le meilleur joueur africain Ouais, de c'est tous vrai. les temps. Il faut Ouais. quand même le dire. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu plus fort, jamais, dans l'histoire du monde. Il a quel elo, Hicham 2580, quelque chose comme ça 2560. 560. Donc il est champion du continent africain. À noter que le continent africain devient de plus en plus fort, puisque maintenant il y a pratiquement que des joueurs titrés. Donc Hicham Amdouchi gagne le tournoi. Il y a Kobez, qui avait joué le championnat du monde FIDE il y a 2 ans. Également El Taher, donc, qui est le joueur égyptien. Simotowe, qui est aussi très fort. Belkoja, qui joue Ouais. sur tous les tableaux, Ouais, qui est tunisien. puisqu'il a joué le championnat de France. Ouais. Et il joue aussi le championnat d'Afrique. Ouais. Tissir, joueur marocain. Rizouk, également joueur algérien. Donc que des maîtres internationaux. Et Hicham Amdouchi remporte le tournoi assez facilement. Donc félicitations au brillant secondant de Laurent Fressine. oui, donc Hicham Amdouchi qui est un joueur très sympathique, qui est arrivé en France il y a une dizaine d'années et qui a évolué au club de Montpellier et qui a fait des résultats extraordinaires, qui a une belle carrière déjà derrière lui. Qui commenté la Coupe du Monde d'échecs rapides à Cannes avec notre ami Damir Levassic. Alors en fait non, il a commenté le championnat de France de Marseille avec Damir Ah oui, Levacic. oui, pardon. À Cannes, la Coupe du Monde était commentée par Jean-Luc Chabanon. C'est vrai, oui. Eh oui, Jean-Luc et Laurent. Il d'ailleurs. faut le rappeler. Également, donc, il y a confonds. le championnat d'Europe des clubs qui se déroule en Crète. Donc un tournoi où il y a principalement des équipes russes, aucune équipe française. J'ai Le pas vu. tournoi est très, Comment très ça se fait fort. qu'il n'y a pas d'équipe française? Eh bien, parce que le tournoi est long, demande un budget considérable, et Mm. comme les clubs dépensent tout pour le championnat de France, eh bien, il ne reste plus rien pour le championnat d'Europe. Ah oui. C'est, Donc, sinon, il y avait un club qualifié au moins. il y avait 3 clubs qualifiés, il y Ouais. avait, je crois Clichy, Cannes, Cannes d'ailleurs, qui menaçait d'y aller, Jean-Luc. Oui, Cannes, donc, qui avait envisagé donc, d'aller jouer donc, ce championnat d'Europe, mais apparemment c'était un championnat qui était un peu trop coûteux donc, par rapport aux chances d'obtenir des médailles. Donc peut-être une leçon à tirer donc, pour la fédération européenne, donc essayer de faciliter un petit peu la tâche des clubs qui ont déjà des championnats très très lourds, donc leur donner un peu la possibilité de jouer ces compétitions internationales qui sont très importantes pour les joueurs. Toujours problème d'argent. Problème d'argent, on va peut-être en parler un petit peu, Stéphane, avec les problèmes que Canal Web connaît en ce moment. Ouais. On ne peut pas taire ce problème puisque nous savons que nous avons déposé le bilan. Ouais, donc ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Ça ne veut pas dire que ça Mais s'arrête. Qu'est-ce c'est- que ça veut dire exactement d'ailleurs? Donc ça veut dire que l'entreprise Va mal. va mal, oui. Ça veut dire qu'elle ne peut plus payer. Elle dépose son bilan, donc elle arrête de payer ses fournisseurs et tout ce qui s'ensuit. Les actionnaires historiques perdent ce qu'ils ont eu. D'accord, donc là, Canal Web n'appartient plus aux actionnaires, Voilà. mais à l'État. En fait. Voilà. Enfin, non. Il n'appartient à c'est- personne. Pour l'instant, voilà, c'est en attente. Il y a 15 jours de latence pour que le tribunal de commerce décide de savoir. Il y a 2 solutions. Soit la liquidation propre de Canal Web, c'est-à-dire qu'on vend tout ce qui peut être vendu et on essaie de rembourser ce qui doit l'être. D'accord. Et, On vendrait donc Stéphane Laborde. Non, on vend le matériel. On vend le matériel. D'accord, donc on se limite au matériel. Et sinon, il y a un repreneur qui peut faire apparition d'ici 15 jours et reprendre Canal Web à un prix qui va être. Alors, je ne sais pas par qui c'est décidé ce prix, je sais pas du tout. Parce qu'il doit y avoir un prix minimum quand même, parce que là, il y a une valeur au moins du matériel, des locaux, etc.
Donc un repreneur qui pourrait continuer l'activité. Donc il est possible de racheter le packaging, Voilà. donc la marque Canal Web, la marque Diagonale qui est incluse dedans d'ailleurs, Voilà, ouais. les machines, Ouais. les archives, Ouais. toutes les archives de Voilà, c'est Diagonale et ainsi de suite. Donc si jamais vous ou votre entourage avez donc la somme qui était demandée, je crois que c'était autour de 3 millions d'euros, Ouais. 3 millions d'euros, vous pouvez vous y mettre à plusieurs d'ailleurs. Vous pouvez sauver Diagonale, puisque pour l'instant Diagonale n'est pas encore sauvé, hein. Diagonale risque quand même de disparaître. Ouais, bah oui. On ne peut pas vous le cacher. Mm. Donc si jamais vous avez des amis investisseurs qui aiment les échecs, eh bien ils peuvent sauver Diagonale. Il ne tient qu'à eux. Donc, Je crois que Jean-Luc a proposé déjà de mettre 10 francs dans le pot. oui, alors non, oui, et pour ça je vous invite vraiment à regarder l'émission de Alessandro Sarno et Jacques Rosselin, donc, qui est donc sur le bilan du bébé. Mhm. Eh bien, vous verrez qu'on n'accepte pas les dons trop petits. Jacques Rosselin est d'ailleurs tout à fait véhément contre les petits apporteurs d'affaires. Voilà donc, je crois qu'on va terminer là cette édition en vous remerciant de l'avoir suivi. Donc Stéphane, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Ouais, si c'est Dieu le veut. Il y a encore moins de 2 semaines. Au moins 2 semaines, donc au Ouais. moins 2 semaines d'émission. On fera évidemment une spéciale pour la dernière où tous les invités qui sont déjà venus reviendront. Ouais. S'il y a une dernière, évidemment. Voilà, donc c'est ça dépend de vous et de nous. Jean-Luc, merci beaucoup d'être venu de Guyane directement de l'avion jusqu'ici. Oui, ça m'a fait plaisir puisque j'essaie de participer un petit peu donc, à l'aventure qui n'est pas encore finie, l'aventure donc, de Diagonale et de Canal Web également. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette édition. On vous donne rendez-vous mardi pour une leçon encore peut-être sur la défense Najorf et évidemment vendredi prochain pour une émission Diagonale Actu. Au revoir. Ciao, ciao.